Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous prie de nous excuser pour ce léger retard et ces petits problèmes techniques. Je vous souhaite la bienvenue à ces dernières rencontres de la médiathèque pour l'année 2015. Alors, cette année, vous avez été près de 2000 quand même, à avoir partagé avec nous le goût du dialogue avec des spécialistes de multiples horizons. Pour mémoire, historiens, sociologues, géographes, et puis anthropologues également, comme ce soir, avec la présence de Mélissa Néral. Alors, si nous commençons un petit peu en retard, ce dont je me suis excusé, c'est que tout simplement, Mélissa revient d'Australie, de Melbourne, non pas pour des congés, mais pour avoir donné une conférence, et elle descend tout juste de l'avion. Voilà, sans ses affaires, mais quand même avec, j'allais dire, son discours prêt pour ce soir, puisqu'elle maîtrise son sujet. Donc Mélissa a mené une enquête de terrain sur l'île d'Ouvéa pendant près de 16 mois, où elle a étudié la vie politique de l'île. Et ce soir, elle nous expliquera, j'allais dire, de quelle manière cette vie politique s'apparente à ce qu'elle décrit comme un chantier permanent. Donc l'intervention qui se tient ce soir ainsi que les débats sont comme d'habitude enregistrés. Et puis pour vous qui voudriez les réécouter ou pour ceux qui seraient absents ce soir, ils ont tort, mais bon. Les conférences sont également accessibles via le catalogue de la DCK, enfin via le site internet de la DCK, adck.nc, catalogue de la médiathèque et publications multimédia. Donc je crois que tout est prêt, vous avez été suffisamment patient, donc je ne vais pas être plus long. Je cède la parole à Mélissa et je vous dis à tout à l'heure, à peu près 1 heure environ pour les débats. Merci pour votre patience. Bonsoir à tous. Est-ce que on m'entend si je parle comme ça? Ouais. Bon. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux. C'est pas anecdotique pour moi d'être là en train de vous parler parce qu'en fait, le Centre culturel Jipaou, c'est le tout premier lieu qui m'a ouvert les portes de la découverte de la Calédonie et du pays kanak, à un moment où j'étais encore bien jeune dans la discipline puisque j'étais en première année de master et en fait j'étais en stage ici. Mine de rien, il s'est quand même passé quelques années, depuis 9 je crois. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les membres du DCPR. Je ne sais pas s'il y en a. Je vois, vous êtes complètement dans l'ombre là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'ils sont là, bien le bonjour. Donc voilà, beaucoup de changements depuis et plein de choses qui se sont passées dans ces 9 années, évidemment, et notamment professionnellement, puisque il y a 2 ans, en fait, j'ai soutenu une thèse de doctorat en anthropologie qui porte sur la vie politique d'Ouvéa. Et puis que je travaille aussi désormais, pareil, depuis presque 2 ans et puis pour encore quelques mois, au sein de l'équipe de l'IRD de Nouméa et de l'IAC de Pointe-Boute, qui sont représentés aussi, j'ai vu plusieurs de mes collègues que je salue également. Voilà, donc tout le monde est là dans cette salle, dans cette grande salle, très très grande salle. C'est pas grave, on va faire quand même avec. Le travail que je vais présenter, en fait, c'est celui donc de ma thèse. Avant toute chose, je voudrais remercier Manuel Castejean pour me donner la possibilité du coup de présenter ce travail dans le cadre de ces rencontres. L'année se clôture avec mon propos, donc j'ai un peu la pression, mais sinon ça va. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce qu'on appelle la science fondamentale, mais j'ai aussi un grand intérêt pour, et je jargonne toujours volontairement, pour ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, dans ce cas-là de plus noble. Et je suis vraiment très heureuse, comme je l'ai déjà dit, de pouvoir le faire ici avec vous ce soir. J'espère que l'intérêt sera partagé. Je suis un peu près, pardon. Et puis je vous remercie d'ores et déjà pour la discussion qu'on aura tout à l'heure. Vous allez voir que tout au long de mon propos, je vais revenir assez longuement et à plusieurs reprises, en tout cas, sur la démarche que j'ai eue, sur la manière dont j'ai travaillé pour obtenir ces résultats. Pourquoi ça? Je vais volontairement m'appesantir un peu dessus parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est tout ça en fait qui donne la portée aux résultats. Parce que je pense que vous êtes tous plus ou moins familiers des sciences sociales, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous savez
j'imagine que faire du terrain, finalement, ça veut dire pas grand-chose, en fait, si ce n'est travailler en dehors de son bureau. Et finalement, et en dépit des outils généraux qu'on retrouve de manière systématique dans les travaux de terrain, l'ethnographie, donc ça c'est le terrain en anthropologie, et bien en fait il y a presque autant de façons d'en faire qu'il y a de disciplines et puis qu'il y a de chercheurs, quand on réfléchit bien. Alors, pas de panique, hein, je ne fais pas un cours sur les différentes façons de mener un entretien ou de pratiquer l'observation participante, ou voilà, ni même on va discuter de la fiabilité des méthodologies des sciences sociales, mais c'était juste pour introduire un peu l'idée que je vais vraiment m'appesantir sur la méthodologie de terrain que j'ai eue. En fait, j'ai commencé à essayer de comprendre de près UVA en 2006, à l'occasion d'un premier travail universitaire de phonologie sur le FAGA-UVA, donc un travail linguistique. Le FAGA-UVA, comme vous le savez peut-être, c'est l'une des deux langues vernaculaires d'UVA, celle qui est la moins parlée, qu'on parle au nord et au sud, en gros. L'autre langue, c'est le Yai, et puis d'ailleurs, vous avez la chance d'avoir la grande spécialiste du Yai par là-bas, là, dans la salle. UVA, où je me suis rendue pour la première fois en 2007 pour faire mes tout premiers mois de terrain à l'issue de mon stage à la DCK, donc, et à l'occasion de ma première année de master. UVA, toujours que j'ai voulu continuer d'explorer dans le cadre du doctorat et où je suis donc retournée pour faire du terrain de manière beaucoup plus longue cette fois. Ah mince, il faut rester... Voilà, d'accord. Donc c'est ce travail que je présente aujourd'hui, et non pas uniquement la vie politique d'UVA, parce que comme je l'ai un peu introduit déjà, je pense que la démarche qui a présumé à ce travail, elle a au moins autant d'importance que les résultats. C'est bloqué, c'est pas grave. Mais pourquoi s'intéresser à UVA? C'est une question qu'on me pose très souvent, mais pourquoi UVA? Oui, je vais essayer. Donc comme je l'ai dit, je suis arrivée à UVA par la linguistique, puisque j'ai commencé à m'intéresser à cette île et à ses habitants, évidemment, lors d'une toute première recherche phonologique. Mais je suivais également une formation d'anthropologie à l'université Lumière Lyon 2 à l'époque. Et donc, dans la suite de mes lectures, j'ai décidé de faire du terrain là-bas. Bon, je vous épargne la suite des détails de mon parcours, mais après avoir soutenu un master sur la distinction de sexe à UVA qui s'intitulait « Travailler et vivre le temps au féminin, études anthropologiques de la distinction de sexe à UVA », j'ai donc commencé une thèse de doctorat. Alors, les arguments qui ont fait que j'ai commencé cette thèse sur ce sujet-là, la vie politique à UVA, sont nombreux, mais permettez-moi néanmoins d'en introduire les principaux aspects. Vous savez peut-être que UVA n'a été rattaché à la France qu'en 1865, donc en fait 12 ans après la prise de possession officielle du territoire. De plus, en Nouvelle-Calédonie, depuis la période dite des événements, le spectre de l'affaire de la grotte d'UVA plane dans nombre de débats politiques. Par ailleurs, la localisation géographique de l'île, qui est relativement éloignée de la Grande Terre, combinée à sa situation démographique, puisque c'est environ 4000 habitants, entre 4 et 6000, sont presque tous Kanaks, de même que son caractère rural font qu'en fait, cette île, elle a régulièrement fait parler d'elle en Nouvelle-Calédonie. Malgré cela, elle n'a jamais fait l'objet d'une étude anthropologique de ce type. Donc, si on simplifie un petit peu, on peut dire que en fait, le choix du sujet, il a été motivé par l'existence d'une lourde histoire politique liée à UVA, d'une situation locale particulière, et puis d'une littérature scientifique particulièrement lacunaire. Et par contre, l'objet de recherche, la vie politique d'UVA, c'est l'actualité du terrain, en fait, telle qu'elle s'est présentée à moi à 3 reprises entre 2007 et 2010, qui l'a façonnée. L'objet de ce travail, c'est donc la vie politique de l'île d'UVA en Nouvelle-Calédonie. L'objectif initial de cette étude, c'était de saisir et de comprendre la structuration générale de la vie politique, c'est-à-dire sa conception, son exercice, et puis les pratiques aussi, évidemment, auxquelles cette vie politique peut donner lieu. En effet, cette vie politique, elle apparaît en permanence comme un chantier, autrement dit comme, là je cite le Larousse, donc un chantier, milieu paradoxal, caractérisé par des activités de construction, de démolition et de réparation, à la fois agitées et figées, contrôlées et désordonnées,
tourné vers le passé et ouvert à l'avenir. » Fin de citation. Il est probable qu'il en est ainsi de la vie politique à peu près partout. Mais à UVA, les contrastes du chantier en question sont peut-être plus forts, plus marqués qu'ailleurs, en raison notamment d'un passé difficile, dont les événements les plus contemporains, puisqu'ils ont moins de 25 ans, se sont trouvés pris dans 2 tragédies violentes et traumatiques. En fait, il s'agit plus précisément de montrer comment l'actuelle vie politique d'UVA est organisée et mise en œuvre dans sa dimension quotidienne, c'est-à-dire comment est-ce que les gens qui vivent à UVA, cette petite île, se mobilisent et agissent au sein de situations de pouvoir. En effet, sur place, la vie politique, elle est généralement conçue, en tout cas c'est souvent sous cette forme qu'elle est décrite, comme répondant à des normes nombreuses et contraignantes, les normes dites de la coutume. Elle s'organise néanmoins aussi, alors d'une part les normes, mais à partir des agissements des acteurs sociaux qui s'y trouvent impliqués, c'est-à-dire à partir de ce que font tous ceux qui composent et qui prennent part à cette vie politique. Ces personnes, elles travaillent ces normes en permanence, elles s'y soumettent, elles les imposent, mais elles les contestent aussi, elles les transgressent aussi parfois, ce qui les engage dans des actions publiques ou individuelles qui aboutissent parfois à des revers, à des échecs ou à la création de nouveaux antagonismes, par exemple. Ce travail, en fait, il ne cherche pas à décrire la vie politique cette vie politique avec l'idée qu'elle puisse concorder avec une typologie scientifique particulière. L'idée, c'était plutôt de chercher comment appréhender cette réalité qui est à la fois contradictoire, polyvalente et puis sans cesse en mouvement. Si j'ai choisi d'étudier la vie politique d'UVA, c'est en fait peut-être d'abord parce que cette vie politique, telle qu'elle s'observe et elle se vit au quotidien, finalement, elle est presque impossible à palper, en tout cas, elle tend à échapper à l'investigation. Puisque, en effet, quand on parle des institutions, des positions, des autorités, des pouvoirs, ou encore du côté des décisions, des actions, des actes, des groupes et des individus concernés, tout, en fait, paraît se faire et se recomposer en permanence. D'où le nom de chantier, choisi pour la présentation de ce soir, mais d'abord, évidemment, pour le titre de la thèse, puisque c'était le chantier du politique. Je me suis donc demandé quels enjeux et quelles logiques présidaient à, d'une part, l'organisation, et d'autre part, le fonctionnement de cet objet problématique, la vie politique d'UVA. Et surtout, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut appréhender ces logiques et ces enjeux, c'est-à-dire à partir de quels moyens. Pour comprendre et rendre compte de la réalité multiforme de ce chantier du politique, et puis aussi en restituer ces aspects à la fois quotidiens, dynamiques, labiles, je n'ai pas voulu me cantonner aux seules typologies plus classiques de l'anthropologie politique, par exemple chefferie, institutions, associations, etc. Et au contraire, j'ai plutôt focalisé mon attention sur une approche ethnographique du politique en action. Autrement dit, j'ai choisi de partir de ce qui faisait sens pour les gens au moment où se déroulait l'enquête de terrain au sein de ce qu'un célèbre anthropologue contemporain, Marc Abélès, appelle des lieux du politique. Pour ce faire, je me suis saisie de 3 controverses. La préhistoire du film de Mathieu Kassovitz, L'ordre et la morale, qui n'était à ce moment-là qu'un projet à préparation, donc toute la phase avant le tournage en gros, pour la première controverse. La deuxième controverse, elle porte sur les modalités d'accès à l'archipel Baudin-Beaupré. Et la troisième, elle concerne la mise en application de la loi sur la parité au conseil municipal d'UVA. À UVA, la question du politique, des fois que vous ne seriez pas au courant, elle est quand même assez sensible. Mais finalement, l'aborder de front, par l'intermédiaire de ces controverses, il me semble que c'est vraiment ce qui a permis de surmonter une des difficultés majeures qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'étude de cette question, à savoir l'atomisation du pouvoir politique. Atomisation qui, manifestement, en tout cas dans certains cas, pose souvent problème aux acteurs sociaux eux-mêmes. En outre, ce parti pris méthodologique, il présentait l'avantage de mettre en valeur
l'emprise que la vie politique a sur l'ensemble de la réalité sociale, et donc de balayer définitivement, en tout cas au moins définitivement dans le cadre de ce travail, pas dans l'absolu, l'idée que le politique n'aurait à voir qu'avec tout ce qui relève des institutions d'État et de leur fonctionnement, donc les élections par exemple. C'était aussi un moyen d'entrée nouveau, en fait, et original vers l'anthropologie politique de la Nouvelle-Calédonie, qui est, comme vous le savez très certainement, assez riche déjà. Je suis quand même pas la première chercheuse à présenter ces travaux ici. Donc, une anthropologie politique de la Calédonie qui est déjà très riche, notamment sur la question des mythes, sur la question de la chefferie, sur tout ce qui relève des problématiques foncières ou de la vie municipale, par exemple. Enfin, cette approche du politique, elle permettait de nourrir des réflexions en anthropologie qui portent sur, en jargon, ce qu'on appelle les sociétés segmentaires contemporaines. Ce travail, il s'appuie en fait très largement sur l'observation participante et l'appréhension des logiques vernaculaires de pouvoir telles que j'ai pu les observer et qui ont à ce titre joué un rôle fondamental dans la découverte des dynamiques sociales en vigueur. Ceci a notamment pu être mis en œuvre grâce à un souci d'apprentissage et d'utilisation, dans la mesure de mes capacités, bien entendu, des deux langues vernaculaires, à savoir le yai et le fagaouvéa. Le premier travail de description phonologique du fagaouvéa que j'avais mené il y a quelques années, corrélé à la mise en œuvre de compétences très basiques en syntaxe et en morphologie, m'a, dans une certaine mesure, permis de pallier à une maîtrise imparfaite de ces langues. Les matériaux essentiels de mon travail constituent en outre le fruit d'une réflexion sur mon propre positionnement lors des enquêtes. J'ai réalisé 3 terrains de recherche à Ouvéa et à Nouméa, totalisant 16 mois, pendant lesquels j'ai été accueillie chaleureusement au sein de 3 familles d'Ouvéa, que je remercie de tout mon cœur, encore une fois, pour tout ce qu'elles ont pu faire pour moi et pour faciliter mon travail. J'ai d'abord été accueillie dans la tribu de Lékin, au sud de l'île, puis dans celle de Héo, au nord, et enfin dans la tribu de Niméa, au centre de l'île, avant d'enfin naviguer de l'une à l'autre. Certaines de ces familles sont présentes dans la salle, je suis très touchée, je les remercie d'être là et de m'avoir aidée tout au long de ce travail. Alors, parenthèse, je suis au fait de l'usage un peu problématique, en tout cas en sciences, en tout cas, que peut avoir le terme de tribu, puisque en fait, au départ, il s'agit, en tout cas, l'usage du mot tribu en Nouvelle-Calédonie, il a été imposé par l'administration coloniale. Néanmoins, je fais le choix de l'utiliser dans la mesure où c'est le mot qui est utilisé par les Kanaks pour parler du lieu où ils vivent. Selon les familles, mon statut personnel, en fait, a pu varier quelque peu, mais je suis néanmoins restée associée à la catégorie locale fille non mariée, ce qui a notamment eu pour conséquence de m'imposer des contraintes, en particulier pour me déplacer seule ou pour pouvoir réaliser des entretiens. Ce statut, il pouvait en effet supposer des comportements tels, ne pas discuter avec un tel ou un tel, et de manière assez générale avec ceux qui sont considérés comme hiérarchiquement supérieurs, pour le dire de manière un peu raccourcie. Donc, a priori, corrélé à celui de blanche, le statut de blanche, française de surcroît, ce statut n'était pas, en tout cas a priori, forcément des plus avantageux pour enquêter sur l'objet politique, qui est par ailleurs plutôt fermé aux femmes non mariées. Mais néanmoins, ce statut-là, c'est précisément ce qui m'a permis d'accéder à des discours moins stéréotypés qui émanaient d'autres personnes qui appartenaient comme moi à des catégories plus minorées de la population. Le travail de réflexivité entamé, donc le travail sur mon propre statut au sein de l'enquête, c'est finalement ce qui m'a permis, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, c'est ce qui m'a permis de jouer avec les différentes catégories auxquelles j'étais associée, filles, jeunes, non mariées, blanches, pour mettre en place des stratégies, c'est un peu un grand mot, mais bon, c'est quand même un peu ça au final, destinées à dépasser ce qui au départ, en fait, pouvait apparaître comme une forte contrainte, sinon un handicap,
et essayer de retourner ça en ma faveur pour en faire un outil d'enquête. Par ailleurs, les différentes situations conflictuelles évoquées dans ma thèse n'ont pas toutes été appréhendées de la même manière. Les relations que j'avais construites au fil des mois avec les membres de la chefferie de Héo, par exemple, ont fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée sollicitée et de fait impliquée dans une controverse concernant les usages de l'îlot Bautang-Beaupré, l'archipel Bautang-Beaupré. En revanche, je n'ai pas été directement engagée dans le projet de film de Mathieu Kassovitz. Mais le suivre de très près a aussi eu des conséquences, non négligeables d'ailleurs, dans les relations que j'entretenais alors avec mes hôtes et avec ceux avec qui je travaillais en général. Et ça a quand même généré pas mal de confusion. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. En plus de générer un certain trouble sur mon statut, cette situation, en fait, elle a engendré finalement, pour certaines personnes, de la méfiance à mon égard. C'est comme ça que certains, y compris parmi mes plus proches interlocuteurs d'ailleurs, certains craignaient que je trahisse en fait tout simplement la confiance qu'ils m'avaient accordée lors d'entretiens en partageant par exemple le contenu avec les cinéastes. Je ne l'ai jamais fait, au cas où. En fait, c'est le statut qui m'était assigné et les différentes implications qui ont été les miennes sur le terrain qui ont fait que j'ai choisi de faire une ethnographie dans laquelle j'ai systématiquement renégocié et redéfini ma place de chercheuse en fonction des divers enjeux, ce qu'on pourrait qualifier, en tout cas ce que moi je qualifie, d'ethnographie à géométrie variable. Que ce soit finalement au niveau de l'élaboration de l'objet d'étude ou dans la manière dont j'ai choisi de le traiter, l'ethnographie a ainsi été déterminante et c'est dans sa logique que se trouve la cohérence de mon propos. C'est également ce qui explique que dans le déroulement de mon analyse, les études de cas ont un rôle pivot. La thèse, en effet, elle est construite autour de 3 grands questionnements que je vais exposer ici l'un après l'autre. Je voudrais maintenant rentrer enfin dans le questionnement central et proposer une petite mise en contexte de la vie politique d'UVA, à force d'en parler. C'est-à-dire m'attarder un peu sur UVA en tant qu'espace de relations sociales, en situant d'abord cette île au sein du territoire de la Calédonie, avant de revenir sur ses caractéristiques principales, la composition de sa population, la situation linguistique et administrative, une forte présence de la coutume. Je reviendrai ensuite très rapidement sur son patrimoine foncier, puisque celui-ci se trouve quand même assez régulièrement au centre de controverses politiques, plus ou moins importantes, plus ou moins longues, plus ou moins difficiles à gérer, mais voilà, controverses malgré tout. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie des 150 dernières années a été marquée, comme vous savez, par des événements tragiques issus d'un passé colonial, ou d'un présent colonial, après ça c'est un peu chacun, particulièrement dramatique. Cependant, à UVA, la dernière tragédie, elle date des 30 dernières années et elle pèse encore d'un poids considérable sur la vie politique contemporaine ainsi que dans la conscience collective de ses habitants. J'ai donc souhaité également questionner ce que moi j'appelle le passé contemporain en le mettant notamment en perspective avec certaines révoltes kanaks, en particulier l'insurrection de 1878 et la guerre de 1917. Des événements récurrents du discours nationaliste qui ponctuent l'histoire coloniale calédonienne. Cette analyse, elle m'a permis également, par ailleurs, d'ouvrir une discussion plus théorique sur la notion d'événement, qui m'a procuré des éléments qui m'ont permis de comprendre comment, à UVA, en fait, le passé survit dans le présent et en quoi il confère sa pertinence contemporaine à la vie politique d'UVA. Le cœur de ce grand questionnement, intitulé, je le rappelle, UVA, un espace de relations sociales, une histoire politique, une mémoire, est une étude de cas qui se déploie autour d'un projet de film sur les événements qui ont eu lieu à UVA au cours de la décennie 1980, et ce, à peine une génération après leur occurrence. J'ai donc choisi d'analyser un nouveau type d'événement créé à UVA par le film L'ordre et la morale du réalisateur français Mathieu Kassovitz, mais surtout par les conditions de sa préparation et de son tournage. Le projet de ce film et son tournage ont en effet provoqué non seulement le réveil d'une mémoire douloureuse, mais aussi et surtout la mise au jour d'un certain nombre d'enjeux directement en prise avec la vie politique d'UVA.
Le projet de film mettait tout à fait bien en valeur un objet problématique de la vie politique d'Ouvéa, à savoir les divisions, les oppositions, les confrontations et les ruptures qui ponctuent régulièrement cette vie politique. Cette exploration, elle prend également appui sur l'étude de cas fournie par la tribu de Gossana, entité politique dont le statut peut apparaître, et en tout cas apparaît aux yeux d'un certain nombre d'interlocuteurs avec qui j'ai travaillé, particulièrement ambigu. L'étude de périodes décisives dans la structuration de cette tribu permettait de mettre en lumière certains jeux de pouvoir qui ont cours localement. En fait, en présentant tout ça, un peu rapidement, on arrive à poser les jalons d'une discussion sur les jeux de pouvoir à Ouvéa. Bon, je vais aller quand même assez directement aux conclusions. Si on revient à la présentation de la situation géographique de cet archipel, des principaux mouvements migratoires qu'il a connus, de l'arrivée des missionnaires chrétiens, catholiques d'abord, protestants ensuite, et enfin catholiques et protestants ensemble, de sa situation linguistique, 3 langues y sont parlées, avec le français, et de son patrimoine foncier, quasi exclusivement composé de terres coutumières, mais gérées différemment selon leurs catégories, on comprend en fait qu'Ouvéa est un espace sociopolitique. Ah oui, il y avait tout ça. C'est pour vous aider à suivre, mais si je n'appuie pas sur les boutons, voilà. Donc Ouvéa est donc un espace sociopolitique éminemment fractionné. Les plus anciennes de ces divisions sociales, elles sont d'ordre linguistique et elles résultent des schèmes de peuplement. La christianisation et la colonisation ont elles aussi produit leurs propres divisions religieuses, administratives. Certains clivages ont également été créés ou renforcés au fil des événements. Entre les militants de l'indépendance kanak et les partisans d'une Nouvelle-Calédonie française, par exemple, ou encore au sein des familles, des chefferies et des clans eux-mêmes. Enfin, des fragmentations nouvelles ont été engendrées ou mises en lumière par des événements plus récents, comme par exemple le projet de tournage à Ouvéa de Mathieu Kassovitz. Ainsi, les divisions sociales, linguistiques, religieuses, administratives, politiques forment un premier élément constitutif de la vie politique d'Ouvéa. Ce fonctionnement articulé autour de clivages plus ou moins récents, plus ou moins profonds, plus ou moins problématiques, apparaît relevé de, en jargon, la logique segmentaire, décrite en l'occurrence par Michel Naples, dans laquelle, et je cite, le niveau de définition des unités politiques pertinentes varie selon les circonstances. C'est-à-dire que selon ce qui va se passer, on va plutôt se réclamer d'une unité ou d'une autre. Cependant, le fait qu'une partie de la population d'Ouvéa soit d'origine polynésienne, Wallis, Futuna ou encore Tonga et Samoa en particulier, renforce néanmoins l'idée défendue par Eric Wittersheim, dont vous connaissez peut-être les travaux, selon qui le qualificatif d'univers extrêmement morcelé, pour parler de la Mélanésie, et donc de la Nouvelle-Calédonie, n'est pertinent en fait que sur le plan purement classificatoire, jargonnant, quoi. Et que en fait, cette expression, elle ne peut continuer de convenir, en tout cas pas de manière systématique, pour parler de la Mélanésie contemporaine. Comme il l'écrit, et je cite, « Ces sociétés ont toujours fait partie de réseaux de relations politiques et économiques dépassant les divisions ethnico-linguistiques. » Fin de citation. À Ouvéa aussi, les divisions observables localement, elles ont toujours été dépassées, donnant lieu à des jeux de pouvoir spécifiques selon les circonstances. La description et l'analyse des événements d'Ouvéa, et au travers de l'étude de cas fournie par le projet de film de Kassovitz, portant donc sur l'affaire de la grotte, démontre que la vie politique d'Ouvéa se caractérise aussi par une survivance forte de son histoire politique, en particulier dans sa partie la plus récente. Ce passé très contemporain y comprend à la fois l'affaire de la grotte en 88 et l'assassinat de Jean-Marie Tjipaou Yewene en 89. L'affaire de la grotte d'Ouvéa, cette double tragédie, considérée comme le point culminant de la crise sociopolitique des événements, qui est balisée en gros entre 84 et 88, mais je pense que vous êtes déjà au courant, demeure en fait bien vivante dans la mémoire collective, même si cette mémoire apparaît aujourd'hui quelque peu, en tout cas dans une certaine mesure, condamnée au silence par une amnistie générale.
Depuis 1988, les événements d'Ouvéa demeurent un nœud historique pour la Nouvelle-Calédonie contemporaine. Sujet qui est manifestement toujours, sinon brûlant, au moins sensible, et autour duquel, à raison évidemment, et autour duquel se cristallisent des problématiques à venir en termes de construction identitaire et territoriale. La difficulté de certains hommes politiques et de certains militaires ayant participé à l'opération en 88 à assumer ce que d'autres nomment, je cite, un climat de violence antinomique du fonctionnement normal d'un état de droit et des idéaux démocratiques officiels et proclamés de la France, fin de citation, rappelle en outre combien l'histoire de la Nouvelle-Calédonie de ces 2 derniers siècles était jalonnée de drames, d'injustices et d'incompréhension. L'analyse de la notion d'événement, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, elle m'a incité en fait à mettre en perspective d'autres moments de rupture historique autour desquels s'est construit le discours nationaliste kanak, notamment, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, l'insurrection de 1878 et la guerre de 1917. La grande crise des événements, et en particulier l'affaire de la grotte, constituant toujours dans ce discours le 3e temps, en fait, de cette histoire anticoloniale. En 2008, l'affaire de la grotte focalise à nouveau l'attention à Ouvéa, puisque le cinéaste Kassovitz souhaite la mettre en image au moyen d'un film de fiction, néanmoins basé sur des témoignages historiques. Alors je sais que la phrase que je vais dire, là, elle m'a été reprochée à la soutenance de ma thèse parce qu'elle était soi-disant trop déterministe, mais j'ai quand même envie de l'utiliser parce que je crois profondément, certes ça n'est pas rigoureusement scientifique au sens le plus strict, mais je pense vraiment que tel qu'il était pensé initialement, tourné à Ouvéa avec la participation et l'aval de l'ensemble de sa population, le projet de film ne pouvait que rencontrer des difficultés grandissantes. Cependant, au plan analytique, ce sont précisément en fait ces difficultés qui vont mettre au jour les zones de fissure, les antagonismes, les tensions, les conflits qui agitent cette société d'Ouvéa, ainsi que les jeux de pouvoir créés par les habitants pour les affronter, les contourner ou les détourner à leur profit. Quand on étudie le cas de l'ordre et la morale, on voit bien, par exemple, comment la préparation et le début du tournage du film ont permis aux différents groupes concernés de mettre en œuvre des stratégies et des pratiques, collectives ou individuelles, pour tirer le meilleur parti de cet événement. Cette étude de cas, elle a permis, du même coup, de faire apparaître un élément clé de la vie politique d'Ouvéa, à savoir les limites et la précarité des systèmes de représentativité de l'autorité publique, y compris au sein de ce que les Kanaks appellent la coutume. Par ailleurs, ce projet de film et ses effets au sein de la population d'Ouvéa soulèvent, pour nous, la question des usages politiques du passé. Prévu initialement à Ouvéa, avant d'être délocalisé à Tahiti, le projet, en tout cas le tournage du projet, il a constitué pour les habitants un événement en fait, d'un type nouveau qui mobilisait la mémoire des habitants d'une manière très singulière. Ce projet, il a d'abord réveillé une mémoire douloureuse. Ensuite, en faisant un retour à l'affaire de la grotte, il a aussi, et surtout, soulevé la question de l'appropriation du passé et de sa mise en récit. Autrement dit, ce projet de film, il a questionné comment est-ce qu'on transforme les mémoires d'un événement en une histoire transmissible aux jeunes générations, ou transmissible tout court. Le tournage problématique du film, il a révélé en fait comme une faille de la mémoire collective, c'est-à-dire l'absence d'un consensus général concernant l'affaire de la grotte. Pourtant, si on reprend cette question de manière rétrospective, en dépit de tous les ratés qu'il a pu connaître, ce film, il a constitué une vraie tentative de mise en récit de cette tragédie, en particulier grâce au travail de dialogue qui a été réalisé entre l'équipe de tournage et un certain nombre d'habitants. Simultanément, cette mise en récit, elle est restée largement étrangère en fait, à beaucoup de gens, puisqu'elle demeure, peu ou prou, l'aboutissement d'une fiction, création, émanant non des protagonistes du drame, même si certains ont été impliqués dans la réalisation de ce projet, mais des idées de son réalisateur. Quant à l'événement créé par le film, on peut dire qu'il a eu, lui aussi en fait,
des effets divers, contradictoires, puisque, à un certain moment très précis, il a renforcé les tensions et les clivages déjà présents, en plus d'en créer de nouveaux. Si le projet de film de Kassovitz a représenté un événement contradictoire et paradoxal pour certains habitants d'Ouvéa, la réappropriation du passé et sa construction en histoire, elle s'est pourtant accomplie dans un contexte plus discret, avec le travail mémorial entrepris au sein de l'entité que constitue la tribu de Gossana. La collecte de documents au sujet des événements d'Ouvéa, la réalisation de panneaux explicatifs sur l'affaire de la grotte, le travail de réconciliation, l'immense travail de réconciliation avec les familles Tshibao et Yewene, ainsi que la plus récente participation à ce projet de film, ont permis en fait à cette tribu de dépasser le statut de tribu soumise, ou en tout cas subordonnée, à celle de Bahitch, discriminée et marginalisée par l'histoire. Gossana est désormais une solide entité politique autoconstruite qui occupe une position de force au sein des jeux de pouvoir locaux. À l'image de ce que j'ai tenté de montrer dans la thèse, à partir de ce cas, la vie politique d'Ouvéa, elle est aussi faite de rivalités entre chefferies qui se saisissent d'éléments divers, étendue du territoire, lien avec l'administration, appropriation, médiatisation de l'histoire, commune, etc., pour gagner en autorité et en prestige. Autrement dit, à l'analyse, on comprend que la vie politique d'Ouvéa, elle possède 4 premières caractéristiques. Il s'agit d'abord d'un espace sociopolitique éminemment fractionné. On y observe en plus une forte survivance de l'histoire politique du passé contemporain de l'île. De même, on y observe une relative précarité des systèmes de représentativité de l'autorité publique. Et enfin, il existe des rivalités entre chefferies, lesquelles mobilisent divers éléments, usage politique du passé, proximité avec les institutions, etc. Passons désormais, si vous le voulez bien, au deuxième grand questionnement. Alors pourquoi ce titre ? Tout simplement parce que très souvent, quand je posais des questions sur le fonctionnement de tel ou tel, on me répondait « Ah oui, mais ça, c'est la coutume. » Bon, voilà. Donc c'est une réponse que j'ai eue vraiment, vraiment beaucoup et au-delà de laquelle j'ai essayé d'aller autant que faire se pouvait, à mon échelle. L'idée ici, c'est vraiment surtout pas d'enfermer la coutume dans une définition exhaustive, figée, rigide, immobile, etc. J'aime assez cette citation. C'est quoi la coutume ? C'est ce terme générique que les Européens donnent à un ensemble de choses qu'ils ne comprennent pas et qui sont les manières d'être des Kanaks. Bon, c'est pas n'importe qui l'a dit non plus. La coutume, en fait, ce que j'ai voulu, moi, en tout cas, essayer de comprendre et puis de mettre en valeur et de restituer ici, c'était de montrer ce que les Kanaks d'Ouvéa entendent par cette expression en mettant en perspective les discours et les pratiques observées. L'objectif, c'est d'arriver à montrer ce qui, dans la coutume, relève de la vie politique locale, mais aussi qu'en interaction avec d'autres forces politiques, la coutume, en fait, en constitue une des dynamiques principales. Alors, pour cette démonstration, je suis d'abord revenue sur la notion de coutume et en particulier sur la manière dont elle a pu être traitée en sciences sociales. Ce terme y recouvre des réalités multiples, problématiques, qui devaient à minima être introduites. J'ai donc analysé le système de rang, de la hiérarchie dite coutumière et puis de son discours normé, avant d'aborder l'organisation des chefferies d'Ouvéa, toujours évidemment, en clans complémentaires les uns des autres. Ce sur quoi je voudrais insister tout de suite, c'est le fait qu'à travers l'analyse du microcosme ouvéen, pour le dire de manière un peu schématique, à quel point la coutume, qui est censée souvent représenter un monde fixe de préceptes contraignants hérités de la tradition, en fait, la coutume, c'est aussi, comme tout le reste, un objet qui est pris dans l'histoire, en particulier dans l'histoire coloniale, qui en fait, pour le dire de manière un peu schématique, encore une fois, histoire coloniale qui n'a pas cessé finalement d'en faire autre chose que ce qu'on voudrait qu'elle soit. Je m'explique. Enfin, je vais m'expliquer, je pense que vous allez pouvoir comprendre quand même. J'ai ensuite analysé le statut de celui qui, symboliquement au moins,
se situe au sommet de la pyramide politique coutumière, le chef. Je suis pour cela partie des descriptions qui en ont été faites dans la littérature scientifique avant d'explorer ce que être chef signifie à Ouvéa, notamment à partir du cas de la chefferie Bahitch, mais pas que. J'ai également mené une étude des différentes manières de dire l'autorité, comment on dit l'autorité en Yai, comment on dit l'autorité en Faga Ouvéa, afin de renseigner sur ce que le chef représente, idéalement au moins. Le but, c'était de montrer dans quelle mesure cette référence au chef idéal concorde ou non avec la réalité observée. J'ai ensuite traité une étude de cas relative à l'archipel Botan-Beaupré, qui est situé au large d'Ouvéa, je l'ai mentionné tout à l'heure. Voilà, ceci pour compléter la définition de « c'est la coutume » et montrer que cette expression, elle renvoie aussi à une histoire collective et à des lieux mythiques qui sont tous deux constitutifs de l'organisation sociale actuelle des chefferies d'Ouvéa et de leurs clans. La composition de la chefferie de Héo, ses liens avec l'archipel Botan-Beaupré et la création d'une association de loi 1901 pour sa préservation seront ainsi au cœur de la réflexion. Enfin, j'ai souhaité poursuivre cette première étude de cas par la présentation et l'analyse de celle que j'ai appelée la controverse du pillage du lagon de l'archipel Botan-Beaupré, en se focalisant sur les niveaux d'autorité et les jeux de pouvoir au sein de ce qui relève de la coutume, justement, et auquel la controverse a servi, dans ce cas-là, d'arène. J'ai ainsi pu décrire divers paliers d'enchâssement qui articulent la vie politique d'Ouvéa. Je m'étais promis que je n'utiliserais pas le mot arène, mais c'est un échec. À Ouvéa, cette entité que Kanak et non-Kanak, en fait, appellent la coutume, elle est souvent présentée par les uns et les autres comme centrale dans la vie quotidienne. En tant qu'histoire collective, la coutume, c'est d'abord, en fait, une clé de compréhension de l'organisation sociale actuelle, des clans et des chefferies. Ce terme de coutume, il renvoie aussi à certaines modalités de gestion du système foncier, aussi bien du foncier terrestre que du foncier maritime. Bon, vous savez, la coutume, elle a fortement été mobilisée tout au long de la construction politique de la Nouvelle-Calédonie, aussi bien du côté de l'administration coloniale, puisqu'elle a articulé toute sa politique autour des privations foncières, que du côté des Kanaks, qui revendiquèrent leurs terres spoliées comme un élément identitaire fondamental. À Ouvéa, la coutume, elle régit aussi les relations sociales à partir de principes qui hiérarchisent les individus et les groupes. Elle forme en outre un système d'attitudes au sein duquel les comportements peuvent varier en fonction du contexte et des personnes présentes. La coutume, en fait, en ce sens, c'est d'abord, en tout cas, c'est une manière d'entrer en relation et de se comporter avec autrui. La coutume, en fait, pourquoi c'est vraiment intéressant de l'étudier dans le cadre de ce travail, c'est parce qu'elle pose la question de la relation, qui est en fait ce qui rend le pouvoir possible. S'il n'y a pas de relation, on ne peut pas avoir du pouvoir sur quelqu'un. Voilà. En tant que système de relations hiérarchisées, au sein duquel les positions peuvent varier selon les contextes, je l'ai dit, la coutume, elle exclut de fait l'idée que le pouvoir politique soit un attribut propre à certains individus. À Ouvéa, cette coutume, elle apparaît comme étant abondamment traversée par des jeux de pouvoir internes au niveau de la fratrie, du clan aussi, au niveau de la chefferie, et puis aussi entre les chefferies. Quel que soit le niveau, en fait, les individus, comme les groupes auxquels ils appartiennent, fratrie, lignée, clan, chefferie, district, etc., sont sans cesse amenés à composer en fonction du contexte. Au niveau du groupe, quel qu'il soit, le mécanisme est identique et certains aspects, comme un passé mythique par exemple, vont être, ou en tout cas peuvent être mobilisés au sein de jeux de pouvoir qui débordent la coutume au sens strict et qui impliquent d'autres systèmes d'autorité et de référence. Comme j'ai essayé de le montrer tout au long de cette partie sur la coutume, à Ouvéa, l'exercice du pouvoir politique dans la coutume, il consiste davantage en une capacité à manipuler, mais pas forcément de manière mal intentionnée, mais une capacité à manipuler des ressources disponibles à un temps T. Elle correspond davantage à ça qu'à une application systématique de règles génériques et fixes.
Il semble bien en fait, et je crois que toutes les caractéristiques de la coutume nous conduisent vers cette idée qu'elle constitue avant tout un système de référence idéal qui, s'il n'est pas toujours opératoire comme tel, permet néanmoins de concevoir et de pratiquer l'autorité et le pouvoir. En outre, la vie politique, elle se situe par définition, je l'ai dit tout à l'heure, au plan des pratiques, de ce que font les gens, de ce qu'ils disent. Il apparaît là encore que, en dépit de certains principes très prégnants, la coutume, elle est en fait en permanence en train d'être élaborée. Tout comme la vie politique locale, dont finalement elle ne constitue qu'une des facettes, une grande facette, mais quand même une des facettes, la coutume n'est en effet ni figée ni rigide, mais elle apparaît au contraire en perpétuelle recomposition. Tout dans la coutume se joue en nuances, d'une part, et rien ne correspond jamais tout à fait à ce qu'on a dit qu'elle devrait être, d'autre part. À Ouvéa, la coutume, en tout cas pour ses habitants, elle demeure ainsi associée à une certaine tradition et à des références communes qui sont valorisées pour leur force cohésive, pour la capacité que peuvent avoir ces valeurs à rassembler en fait. Mais pourtant, au quotidien, ces références communes, elles sont aussi des sujets de discorde, de même que l'objet de perpétuelle remise en cause. Si l'expression « c'est la coutume » finalement aurait tendance à clore toute discussion, l'analyse des pratiques que cette coutume génère, elle permet de démontrer qu'au contraire, à proprement parler, il s'agit vraiment d'un chantier permanent. Ainsi, le pouvoir politique dit coutumier ne peut se réduire à ses instances formelles ni même à son discours normé. Aujourd'hui comme hier, finalement, la coutume, elle apparaît comme une entité composite qui est pénétrée d'éléments qui ne relèvent pas d'elle. Bref, elle apparaît comme quelque chose qui est constitué par une histoire qui la situe plus que jamais au cœur de problématiques politiques contemporaines. Ce qui m'emmène vers mon troisième et dernier point, le troisième grand questionnement de la thèse. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Non? Ouvéa est, au même titre que toutes les autres portions du territoire calédonien, partie prenante du processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, plusieurs archipels du Pacifique sont désormais, et depuis longtemps, des pays indépendants. Fidji depuis 70, Vanuatu depuis 80, par exemple. Ici, la situation est autre, et la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie s'éternise, ce qui lui vaut une appellation que j'aime particulièrement, une ancienne colonie non décolonisée. Et parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est les anthropologues Christine Desmers et Christine Salomon qui utilisent cette expression que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que je l'ai écrit, voilà. Au plan juridique, les différents accords politiques qui ont été signés dans les 20 dernières années, donc ceux de Matignon en 88, l'accord de Nouméa en 98, ils ont conduit la Nouvelle-Calédonie à être aujourd'hui une collectivité sui generis dans la situation d'un État-nation qui est lui aussi en chantier, lui aussi en construction. Cette troisième grande réflexion, on va dire, elle met en perspective d'une part la question de la mise en œuvre d'un vivre ensemble, mais aussi celle de la construction de la citoyenneté calédonienne, telle qu'elle est posée aujourd'hui, à vous, aux habitants du territoire, et d'autre part, l'étude de la vie politique telle qu'elle se fait aujourd'hui au sein du conseil municipal d'Ouvéa. La vie politique d'Ouvéa, ce chantier donc, dont je vous ai décrit quelques-uns des lieux ou des moments mémorables au cours de la présentation, la vie politique d'Ouvéa, elle est partie prenante d'un tout, la vie politique de la Nouvelle-Calédonie, et laquelle vie politique de la Nouvelle-Calédonie, s'inscrit depuis 1998 dans une dynamique qui est censée favoriser le développement d'un devenir collectif pérenne, le destin commun. Tel qu'il a été pensé dans le cadre de l'accord de Nouméa, ce destin commun, finalement, il est ce que tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie façonnent ensemble, jour après jour, mais dans la perspective d'une évolution institutionnelle du territoire. Le destin commun, il pose la question du vivre ensemble. Or, en Nouvelle-Calédonie, comme à Ouvéa, celui-ci,
le vivre ensemble, il ne renvoie pas uniquement aux relations qui existent entre les différents groupes ethniques et politiques qui composent la population néo-calédonienne. Il concerne également les rapports qui sont entretenus par les hommes et les femmes de ce pays. Il est assez clair en effet que ces rapports ont changé, en particulier sous la pression des événements de ces 25 dernières années. Pourtant, à UVA au quotidien, j'entends, on peut observer que les mondes respectifs des hommes et des femmes demeurent passablement séparés dans la vie courante et surtout que les femmes kanaks sont très en retrait du pouvoir politique public. Les institutions politiques dites coutumières, par exemple, n'en comptent pas, sauf cas très exceptionnels. Cette absence criante des femmes dans la vie politique coutumière, elle apparaît quand même comme étant en décalage avec l'application de la loi dite sur la loi, avec la loi dite loi sur la parité, qui est arrivée tout droit de Paris. Depuis les années 2000, les femmes kanaks n'ont en effet jamais été aussi nombreuses dans les institutions du territoire, même si l'observation directe de l'exercice de la vie politique montre qu'un certain nombre d'élus ES ne semblent pas s'être complètement saisis de cet outil. Une enquête réalisée en 2009 et 2010, menée auprès d'élus municipaux au sein d'une mandature UC de la mairie d'UVA, m'a permis d'interroger la manière dont la présence de ces femmes à la mairie intervenait dans l'évolution du rapport hiérarchique entre les hommes et les femmes. Enfin, j'ai réalisé une étude du conseil municipal local, le conseil municipal qui est une institution républicaine par excellence, et pourtant traversée par la coutume, et notamment l'analyse des rôles qui jouent aujourd'hui les hommes et les femmes. L'Union calédonienne, je le rappelle très brièvement, est un parti politique indépendantiste fondé en 1953, dont la devise officielle était « Deux couleurs, un seul peuple ». C'était... Voilà. Je saute une ligne. Ce troisième grand questionnement que j'ai introduit, il souhaitait en fait contribuer à la compréhension du lien entre la coutume d'un côté et les pratiques citoyennes de l'autre. Il posait en fait la question de l'articulation de ces deux grandes logiques du pouvoir dans la vie politique quotidienne d'UVA, la coutume d'un côté et les institutions républicaines locales, et ce, au regard de la question du genre. Ces réflexions, elles m'ont permis de montrer que ces deux logiques, donc la coutume et les institutions républicaines locales, non seulement elles ne s'excluent pas mutuellement, mais en plus, elles se confrontent et elles forment en fait presque un champ politique nouveau. Les différentes situations présentées et analysées, en particulier les séances du conseil municipal d'UVA, elles ont été appréhendées comme, je reviens à ce que j'ai dit au tout début en parlant de Marc Abélès, je les ai appréhendées comme des lieux du politique. Pourquoi ça ? Parce que ce concept de lieu du politique, il suppose en fait la multidimensionnalité du fait politique. Et donc, il permet d'apprécier la manière, c'est ça qui nous intéresse en anthropologie surtout, c'est comment ça se passe. Donc là, apprécier la manière dont se tissent les relations de pouvoir, leurs ramifications et les pratiques auxquelles elles donnent matière. Dans le cas d'UVA, l'arrivée en tant qu'élus des femmes kanaks au conseil municipal, ainsi que leur manière de prendre part à sa vie, ne fait pas toujours apparaître de coupures franches, nettes, avec la façon dont la coutume organise les rapports sociaux de sexe. Nombre d'élus ES ne prennent pas, ou très peu, la parole, et il n'est pas toujours aisé pour elles de concilier leur statut dans la coutume et leur rôle de femme en politique. Toutefois, soutenues par la loi sur la parité, ces femmes kanaks élues participent désormais à la vie politique par l'intermédiaire des institutions républicaines locales, mairie, province ou nationale, congrès. Cette situation, en fait, elle témoigne d'importants changements qui sont relatifs aux normes de genre en vigueur en pays kanak, même si la remise en cause de ces normes ne se fait que de manière graduelle. Ce troisième grand questionnement, je l'ai évoqué un peu plus tôt, il fait aussi l'hypothèse d'un champ politique nouveau au sein des institutions républicaines locales où les pratiques politiques, tantôt guidées par la coutume, tantôt par le poids de l'institution, sont en train de se réinventer.
Autant l'importance, à mon avis, de la création de ce nouveau champ politique est manifeste, autant je pense qu'il faut insister sur le fait que cette émergence, si elle est bien là, elle se construit non pas depuis l'application sur la parité, non pas depuis que j'ai été mettre mon nez dans le conseil municipal d'Ouvéa, mais bien depuis 40 ans quand même. Mais ça n'empêche que ça demeure aujourd'hui un chantier. On se demande en fait dans quelle mesure ce nouveau champ politique, au sein duquel les Kanaks s'approprient et façonnent les institutions républicaines de l'intérieur, en mêlant deux types de protocoles, le protocole plutôt républicain et le protocole plutôt coutumier, pour le dire un peu rapidement. Ce nouveau champ politique, est-ce qu'il finalement il répond pas directement, est-ce qu'il répondrait pas directement à la définition de la décolonisation dans la République dont parlait Jean-Marie Tjipaou? Dans ce travail, j'espère avoir montré qu'en tant que ligne de fracture dans l'histoire locale, l'affaire de la grotte en 88, l'assassinat de Tjipaou et Yewene en 89 continue de tenir un rôle central dans l'organisation de la vie politique locale. Je suis bientôt finie. Ces événements historiques, ils permettent de situer les habitants d'Ouvéa, d'une part par rapport aux clivages qui ont été générés au moment où ils se sont produits, et d'autre part en fonction des antagonismes qu'ils continuent d'engendrer de manière plus contemporaine. De la même manière, toutes les études de cas mettent en fait en évidence un certain nombre de jeux de pouvoir qui sont façonnés par les habitants afin d'affronter, de contourner ou au contraire de détourner ces clivages qui, je le rappelle, constituent un aspect majeur de cette vie politique. Les différents rapports d'influence analysés dans la thèse présentent en fait une très forte interpénétration des diverses logiques de pouvoir en vigueur, lesquelles sont par ailleurs interdépendantes, on n'a pas l'une sans l'autre, comme la prégnance de l'administration au sein de ce qu'on appelle la coutume. En effet, lorsqu'on demande à des habitants d'Ouvéa de décrire leur propre organisation politique, très souvent, ils opposent la coutume avec les institutions locales du pouvoir politique et à l'État en particulier. Souvent, on entend coutume, politique, religion, ou coutume, religion, politique. Dans ces discours, la coutume, elle est présentée comme un objet ancestral au protocole immuable. Or, les pratiques observées, encore une fois, au ras du sol, au quotidien, indiquent que, là encore, il s'agit d'un chantier permanent. Les cas exposés dans la deuxième partie de la thèse, donc plutôt sur ce que j'ai appelé « c'est la coutume », et qui correspondent à ce second grand questionnement, montrent que la coutume, elle peut aussi être un objet dont des individus se saisissent pour satisfaire des ambitions plus personnelles. C'est, par exemple, ce qui permet à un ex-sénateur coutumier de tenter d'organiser l'accès à l'archipel Bautang-Beaupré, par exemple. De la même manière, si la coutume peut former une structure qui permet en fait à chacun de se situer socialement, elle ne constitue toutefois pas l'unique moyen de se faire. Dans cet univers social qui, je le rappelle, au sein duquel plutôt s'enchassent nombreuses logiques de pouvoir. Les parcours de vie du maire, donc de l'ancien maire, de l'ancien directeur de la province, sont à ce titre assez instructifs. Dans leur cas, ça n'est ni le prestige du rang, ni l'autorité coutumière qui sont mobilisés pour obtenir un certain pouvoir politique, mais le capital économique et le capital scolaire. Ces deux hommes ont tous deux poursuivi des études et ils occupent, depuis plusieurs années, des postes salariés à haute responsabilité. L'analyse du conseil municipal dans la troisième partie de la thèse et de manière plus générale, en fait, toutes les institutions républicaines donnent également à voir des dynamiques de ce type. C'est en particulier le cas de l'organisation sociale coutumière et a fortiori de la hiérarchie de rang et de la hiérarchie de genre qui, dans l'espace social du conseil municipal, ces logiques-là, elles viennent rivaliser avec d'autres logiques du pouvoir en vigueur. Certains, c'est par exemple le cas du maire ou de ses adjoints, peuvent s'en saisir et bénéficier dans ce lieu d'un pouvoir qu'ils n'ont pas par ailleurs
adoptant dans ce contexte des pratiques spécifiques à ce contexte, telles que couper la parole, par exemple, ou s'exprimer en public devant des hommes de haut rang pour certaines femmes ou certains jeunes. Ces éléments nous imposent en fait de considérer que les pratiques citoyennes à UVA, elles ne peuvent être réduites, ce serait une erreur, je crois vraiment, de les réduire à un simple prolongement de la coutume. Au contraire, il s'agit là d'un processus en cours, d'un processus de création en cours d'un chantier. Ce travail met en fait en évidence qu'à UVA, si la coutume occupe en effet une place de choix dans les représentations que les Kanaks ont d'eux-mêmes et de leur manière d'organiser et de réguler le pouvoir politique, cette coutume, elle est manifestement traversée de toutes parts par d'autres logiques. Dans la vie politique d'UVA se lisent également des interrogations relatives à la mise en patrimoine de biens collectifs, par exemple, la question de nouvelles élites, ainsi qu'à travers elles des problématiques plus globales en lien avec la diffusion et la réutilisation de normes valorisées par certaines instances internationales. Ainsi, les rapports d'influence mis au jour tout au long de ce travail montrent que non seulement UVA n'est pas, malgré certaines apparences, coupée du monde, mais que ce qui s'y passe dans le cadre de sa vie politique au moins est au contraire lié de manière intrinsèque à des problématiques qui dépassent largement le cadre de l'anthropologie du pays kanak et de la Nouvelle-Calédonie. Et voilà. Merci pour votre attention. Bien, j'allais préciser effectivement qu'il y avait une chaise sur laquelle tu pouvais t'asseoir, mais voilà, tu peux enfin souffler. Donc les micros sont à votre disposition maintenant de part et d'autre de la salle. Si vous avez quelques questions à poser à Mélissa Néral. C'était vraiment si jargonnant que ça. Une première question ici. Bonsoir, tout d'abord merci pour votre travail et puis bon courage pour la suite. D'accord, donc tout d'abord, je m'excuse déjà auprès des personnes de IAI de prendre la parole comme ça. Moi je ne suis pas du IAI, donc je me permets quand même de parler. Je trouve intéressant votre travail, vous parliez d'un moment des antagonismes, d'accord, et puis de la multidimensionnalité. Désolé, j'ai pas fait des grandes études, je sais pas trop, donc moi je vais plus revenir un petit peu sur l'essence même par rapport à la politique en chantier là. Parce qu'en fait, moi, je pensais un petit peu à la perspective, à la mise en relief entre la politique, on va dire, sociale, la structuration, l'organisation un petit peu, enfin, la solidarité organique et structurelle qu'il y a au niveau de la coutume, donc c'est vraiment l'essence, hein, la structuration mélanésienne, on va appeler ça comme ça, et la politique économique occidentale. Donc c'est sûr, aujourd'hui, c'est pas évident de faire coexister les deux. On a bien tenté depuis les accords de Nouméa de faire des passerelles, mise en place des actes coutumiers pour faire un petit peu le lien entre les deux, parce qu'on a des objectifs politiques économiques, créer des hôtels, enfin construction d'hôtels, des wharfs, ceci, cela, pour créer de l'emploi et tout. Mais à quoi ça sert d'aller créer de l'emploi quand derrière ils n'ont même pas d'eau potable pour vivre? Ça, l'acte coutumier, ils mettent des choses en place, mais il faut faire une demande, il faut que ça suive une autorité coutumière. Donc avant que l'OPC passe, il y a 6 mois, il y a ceci, il y a cela. Les restrictions par rapport au district, quelqu'un du district ne pourra pas forcément être à l'aise pour travailler dans un autre district. Donc il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de difficultés sociales. Donc il y a des objectifs politiques, économiques certes, mais après, derrière, il y a beaucoup de contraintes. Donc, si vous voulez, les seules passerelles qui ont pu être mises en place, c'est plus une contrainte qu'autre chose, par rapport au délai, à la difficulté des démarches aussi. Là, je parle par exemple pour l'acte coutumier, quand un jeune veut se lancer sur un GDPL, il faut qu'il demande la permission au clan, qu'il monte un dossier. Donc après, déjà, il y a les fonds, il faut qu'il voie avec les banques. Quand les banques, c'est OK, il faut qu'ils réunissent... il faut qu'ils réunissent le conseil coutumier, il faut qu'ils voient tous les camps limitrophes et tout. Ça dure des temps, et après, au final, il manque toujours un papier. Donc, le gars, il se dit, laisse tomber, il y a bien un Kamaja qui va arriver, faire un hôtel, mais j'irai travailler à ce moment-là.
Donc je pense que là, ça aurait été intéressant aussi de mettre un petit peu cette perspective. Et puis ce qui se passe, c'est que une politique sur l'autre, enfin une politique au détriment de l'autre, on peut arriver soit à de l'atonie, soit à de l'anomie. Et aujourd'hui, quand on voit un petit peu la situation aujourd'hui, je pense que c'est ce manque de repères, de structures sociales là. Quand on voit les jeunes qui font un peu du n'importe quoi et tout, qui n'ont plus forcément de repères, on a l'impression que ce côté, cette politique occidentale prend un peu le dessus sur l'essence, comment dire ça, sur l'essence traditionnelle. Donc, est-ce que... Bon, après, je ne sais pas trop comment formuler ma question. Depuis tout à l'heure, je cherche la question, mais j'arrive pas à venir là, pour cette passerelle, en fait. Parce que là, aujourd'hui, ben voilà, soit c'est l'atonie économique, crise économique et tout. Vous allez me dire, en France, c'est la crise, mais bon, là-bas, c'est social qui veut ça. Ça vous pousse le coup d'être au chômage que d'aller travailler. Ouais, c'est un peu plus complexe que ça, quand même. Mais alors, merci pour ce commentaire. En effet, ça peut être perçu de manière un peu compliquée, mais je crois que, enfin, la question des passerelles, en tout cas, comment on fait des passerelles? Moi, j'ai pas la solution, et puis c'est pas mon rôle de donner la solution. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les passerelles, elles se font parce que les gens, ils vivent, ils sont là, ils ne sont pas en train de se battre toute la journée, tous les jours. Il se passe des choses, il y a des projets qui sont mis en place, il y a des stratégies qui sont mises en œuvre pour contourner ou pour pallier aux difficultés que vous décrivez. Et ça me fait penser à un exemple que je décris un peu dans la thèse. J'espère que je vais répondre à la question. En fait, les identités, elles sont multiples. On est tous constitués de multiples identités, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois, kanak, et à la fois femme, et à la fois directeur, et enfin directrice du coup, et à la fois mère, et à la fois, je ne sais pas, militante en politique ou membre d'un club de bridge. Enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a tous plusieurs casquettes en fait quelque part, et que selon les situations, eh ben, on va mobiliser des éléments qui relèvent d'un registre plutôt que d'un autre. Et l'exemple que je voudrais prendre pour illustrer un peu ce propos, c'est que, par exemple, en 2000, je crois que c'était 2010, il y a eu le Festival des Arts Mélanésiens qui était un peu décentralisé. Il y avait notamment des événements à UVA. Et puis, il y avait une élue, donc une femme de la commune, à qui était en charge en fait de l'organisation matérielle, donc de faire monter les baraques, etc. Sauf qu'elle, elle était bien embêtée parce que pour faire monter ces baraques, eh ben, il fallait qu'elle aille voir ses papas, comme elle dit, des vieux, et qu'elle leur dise, bon, ben alors toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Problème. Eh ben, elle l'a fait. Et en fait, la stratégie qu'elle a choisie, pour être légitime et s'excuser, entre guillemets, d'avoir momentanément bouleversé un certain ordre établi, c'était de donner les ordres, entre guillemets, donner les instructions, plutôt, c'était pas des ordres non plus, à ces vieux, à ceux qui étaient censés construire ces baraques. Et puis après, une fois que le festival a été terminé, elle est allée leur faire une coutume de pardon pour s'excuser. Donc c'est juste un exemple pour dire que voilà, moi je suis pas trop spécial, enfin j'ai jamais trop questionné dans mes recherches les projets de développement en cours à UVA, pas tellement en profondeur en tout cas, mais du coup voilà, cet exemple il me semble qu'il témoigne d'une capacité des gens d'UVA en l'occurrence, mais de manière générale de chacun à trouver des solutions à ce qui pourrait être considéré comme des problèmes. Après sur la question de la cohabitation, de tout ce qui relèverait de la France, de l'administration, en gros, et puis de tout ce qui relèverait plutôt de l'autre côté de la coutume ou de choses plus traditionnelles, ou en tout cas plus spécifiques au Kanak. Oui, bah c'est sûr, j'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces deux sphères-là, elles sont interpénétrées depuis très longtemps déjà. Et après, je sais pas, mais je suis pas sûre que dans la période précoloniale, il n'y avait jamais aucun problème qu'on qualifierait aujourd'hui de problème social non plus. Alors, c'était peut-être pas les jeunes qui étaient désœuvrés, mais bon, moi, j'ai pas travaillé sur ça, je peux pas répondre, mais je pense qu'il faut être attentif quand même à ça aussi, essayer de se garder d'avoir une vision un peu nostalgique et idéaliste aussi du passé. Mais ça, c'est pas spécifique au Kanak, on a tous un peu cette tendance-là, et c'est étonnant parce que j'étais à un colloque à Melbourne hier et la séance inaugurale portait sur la nostalgie justement, dans la prégnance de la nostalgie dans l'étude des populations du Pacifique. Donc voilà, comme quoi on est dans des questions très,
très contemporaine. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à... Si, ça va. C'est ça. Enfin, moi, je voulais savoir un petit peu, enfin, comment, enfin, pas savoir, parce que c'est difficile comme question, mais voir... Aujourd'hui, trouver des solutions, il faudrait qu'on se penche sur des solutions pour pouvoir offrir cette mobilité à plus de personnes possible. Parce qu'il y a forcément des Kanaks aujourd'hui qui sont directeurs et qui savent faire la part des choses. Vous voyez, citer un exemple concret, Raphaël Pidgeot, réussi économiquement, directeur SMSP et tout, et quand il était coutumièrement, il savait se mettre en retrait et puis laisser la place à ses aînés. Il savait faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est ce double ban là, le double contraire et tout, c'est pas évident. Donc c'était voir comment, enfin pour les jeunes, leur offrir cette mobilité au plus grand nombre possible. Et c'est un réel problème, quoi. Ouais, bah là malheureusement j'ai pas de recette miracle. Bon. Mais merci, merci en tout cas pour tout votre travail. Bonsoir Madame Néran, c'est J'ai Ben. peur. Moi, je voudrais dire simplement combien j'apprécie le thème et en tout cas l'idée de chantier. Parce qu'au départ, ma première question, mais vous avez déjà répondu, donc je fais juste cela. C'était de savoir si ce chantier est un constat de votre part. Si vous, parce que souvent, quand on dit voilà, c'est un chantier qui n'arrivera, autrement dit, c'est le constat d'une ruine. C'est pratiquement ça. Il n'y a plus rien. Mais ma question est, du fait de votre analyse, me laisse poser la question suivante. Un chantier, donc, il y a dynamisme. Ça, c'est pour moi important. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'au bout et édifier l'hôtel idéal? Ou est-ce qu'il faudrait garder l'état de chantier? Dans ce sens que, voilà, c'est en permanence, c'est un chantier en permanence. Et ça, je pense que c'est quand même une idée intéressante. Enfin, maintenant, c'est une question que je pose. Oui, merci. Oui, c'est vrai, le chantier, est-ce que... Alors peut-être j'aurais dû dire un chantier... ouais, toujours en cours, mais c'est pas grave. Enfin, j'ai pas de réponse vraiment directe, mais j'aurais envie de dire que peut-être pour continuer la métaphore du chantier, on peut imaginer un chantier avec plein de bâtiments en construction et se dire que dans ce chantier, eh ben, il y a toujours des choses en cours de construction et puis il y en a quand même qui, à un moment donné, arrivent à terme, si on peut dire. Je crois que toutes les vies politiques sont des chantiers. En tout cas, elles peuvent toutes être envisagées sous cet angle-là, puisque la politique, enfin le politique, il est façonné par des gens, et donc de fait, c'est vivant, c'est dynamique, ça bouge, ça change, on avance, on revient. Bon, je crois pas que ça soit un problème en fait. En tout cas, moi, je le voyais pas comme une ruine. C'est plutôt au contraire, on pose des fondations de quelque chose, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Mais je crois effectivement que... c'est pour ça aussi que j'ai insisté sur ça en le mettant directement dans le titre. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir en tête que les choses, elles sont dynamiques. Qu'il s'agisse de la coutume ou des normes plutôt européennes, ou plutôt françaises, ou plutôt blanches, etc. Ça aussi, c'est dynamique. Les normes des Blancs en 1853, c'est pas les mêmes que les normes des Blancs aujourd'hui. Et puis c'est qui les Blancs? Enfin voilà. Donc juste, je pense que c'est vraiment important de se rappeler ça, de penser ça à chaque fois qu'on essaie d'envisager un peu qu'on essaie de trouver des problèmes des solutions justement à des problèmes. Je pense que c'est important avant de proposer des solutions de repartir de ça, de se dire bon ben de toute façon ça bouge quoi. Il n'y a pas de coutume idéale parfaite. Il n'y a pas de voilà. Enfin, je pense que je prêche à des convaincus, mais je préfère le redire quand même. On ne sait jamais. Oui. Et l'état d'avancée par rapport au chantier, votre point de vue personnel, c'est personnel, hein, donc si vous ne voulez pas répondre, c'est pas... Mais avec les travaux que vous avez faits et tout, vous analysez un petit peu le chantier, l'état d'avancée, enfin, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? L'avancée des travaux là, de notre politique là.
Alors moi, comment dire, je souhaite rester très humble dans ma prise de position publique sur ce genre de sujet compliqué. Mais ce que j'aurais envie de dire pour la vie politique d'UVA, qui est celle que j'ai étudiée et que je connais bien, c'est que qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'à mon avis, là, il y a vraiment l'émergence d'un champ politique nouveau qui n'est pas le prolongement de la coutume, qui n'est pas le prolongement de ce qui peut se faire dans l'institution républicaine au sens strict, qui est vraiment quelque chose de nouveau où on compose avec ces éléments-là. Et il me semble que ça, en tout cas moi, je l'ai vu à travers l'étude des pratiques qui ont lieu au sein du conseil municipal. Et je pense que ça, c'est vraiment... j'allais dire positif, mais c'est même pas positif. Mais en tout cas, c'est un constat, ça, c'est en train de se faire, ça existe, donc ça peut être peut-être perçu comme quelque chose d'encourageant. Voilà. En tout cas, de mon point de vue personnel, à la lumière de ce que j'ai pu étudier, c'est comme ça que je répondrai à la question. Je pense qu'il y a des choses positives, très intéressantes, qui sont en train de se mettre en place et qui fonctionnent déjà, en fait, quelque part. Voilà. Et qui, à mon avis, ne demandent qu'à être... étendu à d'autres domaines. Et je pense que c'est possible, la preuve. Oui, bonsoir. D'abord, merci pour votre travail et la présentation et nous donner la liberté d'intervenir, poser une question. Moi, celle qui m'est venue en fait tout au long, c'est je me suis demandé finalement la vie politique d'UVA, si elle s'exerçait aussi ailleurs ou elle se décidait aussi ailleurs. Vous avez territorialisé votre terrain à Lille, mais est-ce que ici même sur Nouméa, est-ce que les jeux d'alliance, les coutumes, je ne sais pas tout ça là, comment ça se passe ici? Oui, merci pour cette question. Vous faites bien de me faire revenir sur ce point. Évidemment, le fait de faire du terrain en un seul lieu géographique, ça a des limites. Et ça peut, la présentation des résultats qui émanent de ce travail-là peut laisser penser que finalement, tout ça, ça constitue un isolat. Et bien sûr, c'est pas le cas. Je l'ai un peu dit sur la fin. On se rend compte qu'à UVA, il se passe des choses qui relèvent de dynamiques, ou en tout cas qui font écho à des dynamiques mondiales, territoriales, etc. Évidemment. Mais du coup, de manière plus concrète, évidemment que... et d'ailleurs, c'est étonnant, c'est drôle parce que c'était une des questions que que j'avais prévu de travailler dans un postdoc que j'ai pas fait, mais que peut-être je ferai un jour, sur l'implication et le rôle que peuvent avoir les gens d'UVA qui n'y vivent pas, dans le rôle qu'ils peuvent avoir, eux, dans la vie politique de leur île d'origine, en fait. Évidemment, ces relations, elles existent. Des allers-retours entre Nouméa et UVA, il y en a sans arrêt. Voilà, vous parliez d'alliance, etc. Le maire qui se déplace, bien sûr que c'est pas du tout coupé et qu'il y a tout un tas de choses qui relèvent, qui sont observables dans la vie politique d'UVA, qui relèvent de dynamiques ou qui sont des conséquences en fait de ce qui peut être décidé ou de ce qui peut se passer ailleurs, que ça soit au niveau politicienne au sein des institutions comme au niveau social en fait, entre les gens. Bonsoir. J'aurais bien aimé savoir si vous aviez présenté votre travail à UVA. Et deuxième question, ce qui m'intéresse là présentement, c'est un peu la femme. Est-ce que vous avez pu, si vous l'avez présenté, pointer un petit peu, comment dire, cette évolution peut-être du statut de la femme? Et est-ce que vous avez eu des réactions de femmes et d'hommes d'UVA? Merci. Alors la première question, est-ce que j'ai présenté mon travail à UVA? Oui et non, mais ça va venir. Je m'explique. En fait, j'ai présenté un peu ce que j'avais... En fait, à chaque fois que je suis revenue, j'ai expliqué à ceux qui étaient autour de moi ce que je faisais, etc. J'ai parfois présenté de manière un peu plus formalisée, mais jamais... j'ai jamais fait de présentation vraiment formelle, là, comme ce soir, par exemple.
Par contre, quand je suis revenue sur le territoire l'année dernière, j'ai souhaité faire une restitution de ma thèse à UVA. Et justement, si vous avez bien suivi, on va voir. Donc je disais que le pouvoir politique était particulièrement atomisé. Et je me suis dit, bon, alors je contacte qui ? À qui est-ce que je peux m'adresser pour que finalement, tous les gens avec qui j'ai travaillé se sentent suffisamment légitimes pour venir à cet endroit, écouter ce que je voudrais leur présenter, quoi. Donc je m'étais dit, je vais contacter ceux de l'Aire coutumière avec qui j'avais travaillé par ailleurs. Et voilà, donc je leur ai dit, moi je vais revenir à UVA à telle période, j'aimerais bien présenter ma thèse, faire une restitution. Ah super, super, super. Bon, ça s'est jamais organisé. Mais on a établi un plan d'attaque stratégique particulièrement efficace, à mon avis, avec ma collègue Anne-Laure Dott, linguiste. C'est qu'en fait, on va essayer d'y retourner toutes les deux en même temps et de présenter nos travaux, nos thèses en fait respectives. Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'était de présenter à la médiathèque, en se disant que comme ça, c'était un espace public, et puis que voilà, l'idée c'était de laisser la thèse là-bas. Donc on est en train d'essayer de s'organiser pour faire ça en mars prochain, donc je pourrai mieux répondre à votre question à ce moment-là. Et pour la deuxième question, par rapport aux femmes, j'ai pas présenté l'ensemble de mes réflexions sur le sujet, encore une fois, de manière formelle ou etc. Par contre, j'ai passé beaucoup de temps dans des groupes de femmes. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec des élus et des non-élus, mais des militantes d'hier, d'aujourd'hui, des jeunes, des moins jeunes, etc. Oui, j'ai eu beaucoup de retours sur ça, mais je sais pas si... comment dire ? Je ne sais pas si j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir dire qu'il y a un son de cloche vraiment qui ressort beaucoup plus que les autres, si ce n'est que j'ai quand même l'impression que beaucoup de femmes se satisfont du fait que la relation hiérarchique évolue en leur faveur. Voilà. Excusez-moi, vous pourrez parler dans le micro, s'il vous plaît. Non, mais c'est même pour l'enregistrement. Sinon, on va entendre une réponse, mais pas votre question. Bonsoir. Avez-vous, à un moment donné, entendu de part et d'autre, soit chez les hommes ou les femmes, dire que la coutume est pesante, elle devient inconfortable ? Pas en ces termes-là. Mais la coutume, je crois, comme toutes les règles ou toutes les... nous, en français, on va dire savoir-vivre, en fait. Ça peut être perçu comme quelque chose de plus ou moins contraignant. Oui, j'ai déjà entendu ah oui, mais nous, en gros, nous, on est bonne à faire la cuisine et faire des enfants et voilà. Mais sauf que ça aussi, c'est une image un peu, c'est une image qui tord la réalité aussi, parce que dans la réalité coutumière, les femmes, elles servent pas à rien et elles sont considérées aussi. Et dans certains cas, elles ont aussi voix au chapitre. Alors c'est certain. Voilà, les femmes mariées, en principe, ont voix au chapitre dans l'espace de leur famille, quoi. Et leur voix, elle est censée être portée après auprès des autres par l'intermédiaire de leur mari ou de leur frère. Voilà. Du coup, la notion de contrainte, oui, bien sûr qu'elle était présente, mais je l'ai aussi entendue chez des hommes. Des contraintes de devoir. D'avoir le statut de porte-parole dans tel événement ou de devoir se rendre à tel endroit parce qu'il y a un deuil alors que normalement on avait prévu de faire autre chose, etc. La notion de contrainte, elle existe. Je l'ai entendue plusieurs fois chez les femmes, mais pas que. Mais je pense vraiment qu'elle n'est pas spécifique à la coutume. Après, c'est sûr que la question de la hiérarchie entre les hommes et les femmes au sein de la coutume, elle est assez, la relation est asymétrique quand même, sur certains points en tout cas. Bonjour. Je pense que là, il faut préciser peut-être quelque chose sur ta présentation de la coutume, dans ta deuxième partie, où, quand on connaît pas, on a l'impression que c'est vraiment un système juridique, quasiment.
Donc il y aurait la coutume et voilà, alors je suis kanak, donc je dois appliquer ce système de règles, la coutume. Je pense qu'il est important de préciser que la coutume, c'est aussi une manière de penser, de vivre, qui est, par rapport aux questions que j'ai entendues, c'est aussi une manière d'être, je pense. Donc après, la question qui se pose par rapport à la vie politique, entre, on va dire, règles européennes, ou manière de faire de la politique européenne, et manière océanienne, là on voit des stratégies océaniennes, des océaniens qui adoptent des stratégies pour rentrer dans le système politique européen qui leur est imposé quelque part. Et est-ce qu'on ne se pose pas la question plutôt de réfléchir, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question, plutôt de réfléchir au système lui-même politique qu'on veut avoir dans le pays? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas repenser la manière de faire de la politique plutôt que d'essayer de trouver des stratégies pour rentrer dans la manière européenne? Ça, il faut demander à ceux qui font le choix de rentrer dans ce que vous appelez la manière européenne. Moi, j'ai pas de réponse à ça. Et pour la coutume, qui est d'abord une façon d'entrer en relation avec l'autre, oui, bien sûr. Merci, bonsoir. C'est Maki de la tribu de Gossana. Et merci par rapport à ce travail. Ça m'a beaucoup impressionné le travail. Mais ma question est la suivante. Pourquoi avoir choisi UVA alors qu'il y a d'autres communes, alors qu'il y a d'autres régions, alors qu'il y a d'autres aires coutumiers? Est-ce qu'on n'a pas trop souvent montré du doigt UVA et par rapport à votre travail aujourd'hui? Merci. Merci pour la question. Alors, il y a deux choses. D'abord, moi, c'est un peu, entre guillemets, UVA qui est venu à moi au départ, en tout cas dans mon cursus académique, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, pour rentrer dans un peu plus de détails, c'est que j'avais un travail à faire en linguistique sur une langue orale, et que pour tout un tas de raisons, je voulais que cette langue soit une langue du Pacifique. Et du coup, j'avais contacté en fait la Société des océanistes, qui est une association en France qui rassemble nombre de chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur le Pacifique, pour leur expliquer voilà qui je suis, j'ai besoin de faire ce travail-là. Est-ce qu'il y aurait en France quelqu'un qui soit locuteur d'une langue pas encore décrite ou peu décrite, etc. Et en fait, j'ai été mise en relation avec un jeune homme d'UVA qui faisait ses études à Paris à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur le FAGA UVA comme ça. Et comme j'étais en parallèle, je faisais 2 cursus en fait, de linguistique et d'anthropologie. Après, j'ai continué qu'en anthropologie, mais du coup, j'avais déjà quand même pas mal lu sur UVA. Et du coup, je trouvais particulièrement intéressant d'aller justement essayer de montrer que UVA, c'était pas que les événements, c'est pas que une île maudite, c'est pas que cette île où tout est toujours plus compliqué qu'ailleurs, qui est moins développée, etc. Et j'ai eu un vrai intérêt pour ça. Après, il y a aussi une facette un peu plus personnelle à ça, c'est que moi, j'ai grandi sur le Larzac, et du coup, il y a des relations fortes avec le pays kanak et certaines personnes dont vous êtes. Et du coup, c'était aussi un intérêt plus personnel pour ces questions-là. Mais en fait, en y regardant de manière rétrospective, je suis vraiment très heureuse d'avoir travaillé à UVA parce que en tout cas, je ne sais pas si on le perçoit dans le propos que j'ai tenu, mais moi, j'ai eu vraiment à cœur de démontrer que c'était pas que une île maudite, que c'était pas que un truc compliqué, que c'était pas que inaccessible, que c'était pas que la violence, des jeunes désœuvrés, etc. Que c'était voilà. Alors UVA, l'île la plus proche du paradis, j'en sais rien, on s'en fiche un peu, mais je trouvais que c'était intéressant d'essayer de décrire UVA dans ce qu'elle peut avoir de plus contemporain en fait. Voilà. Parce qu'il y a un tout petit spectateur qui s'impatiente. Au fond de la salle, je crois qu'il a 6 mois à peu près. Pas tout à fait. Et il réclame sa maman. Donc, ce qui n'est plus de questions, je vais renouveler mes remerciements à Mélissa d'avoir couru jusqu'à nous depuis Tontouta. Si vous vous intéressez à ces travaux, que ce soit le travail de master ou de thèse, ils sont bien évidemment disponibles à la médiathèque, ainsi que toute une littérature qui concerne l'île. Alors évidemment, on ne peut pas échapper à l'affaire de la grotte, ça c'est indéniable, mais il y a d'autres choses aussi.
Et je disais en introduction que c'était la dernière conférence, mais ce n'est pas la dernière opération de l'année. La semaine prochaine, il nous reste une projection du film Healing, donc vous êtes évidemment les bienvenus. Merci à vous. Merci.